Oubliez l'image d'un désert blanc et silencieux. L'Antarctique n'est pas endormi. Il a faim. Bienvenue sur le champ de bataille le plus extrême de la Terre. Ici, sous des kilomètres de glace et des eaux qui vous glaceraient le sang en quelques secondes, se déroule une guerre perpétuelle aux proportions mythiques. Dans ce royaume, la vie ne se traîne pas. Elle explose dans des proportions impossibles. Préparez-vous à plonger dans un monde où le plus grand animal de l'histoire, la baleine bleue de 180 tonnes, avale des nuages vivants de krill, où les orques chassent avec une intelligence terrifiante et où les phoques léopards rôdent comme des dinosaures dans l'ombre. Des sables sanglants où les éléphants de mer de 4 tonnes s'affrontent pour le pouvoir absolu, à l'obscurité des abysses, où le cachalot défie le monstrueux calmar colossal. Ici, la seule règle est de manger ou d'être mangé, et la résistance se mesure à 60 degrés sous zéro. Ce n'est pas seulement de la glace et de la neige, c'est l'Antarctique. Avant de briser la glace et de plonger dans ces eaux glacées, n'oublie pas de t'abonner et de rejoindre notre expédition. Active la cloche dès maintenant, car en Antarctique, le danger frappe sans prévenir, et tu ne voudras pas manquer une seule seconde de cette aventure de survie. Sous la surface trompeusement stérile de l'océan austral, où l'eau frôle le point de congélation et où la pression pourrait écraser les poumons humains, se cache le secret de toute l'existence dans ce désert blanc. On laisse les montagnes derrière nous et on plonge dans l'obscurité bleutée pour trouver le véritable protagoniste de cette histoire. Ce n'est pas une bête aux crocs acérés, mais une créature translucide et modeste d'à peine 6 cm de long, le krill antarctique. À première vue, un seul spécimen semble insignifiant, un petit crustacé qui agite frénétiquement ses pattes dans l'immensité de la mer. Cependant, son pouvoir ne réside pas dans l'individu, mais dans la collectivité. Ces animaux sont la batterie biologique de tout le continent. Poussés par des courants riches en nutriments, ils se rassemblent en nombre inimaginable, formant des essaims titanesques qui peuvent s'étendre sur des kilomètres et atteindre une densité allant jusqu'à 30 000 individus par mètre cube. Ces nuages vivants sont si denses qu'ils teintent l'eau d'un rouge intense et rose, formant des taches colossales de vie visibles même depuis l'orbite terrestre. Leur cycle de vie est une course contre la faim et le temps. Pendant l'hiver, lorsque le soleil disparaît et que la surface gèle, le krill adulte effectue une manœuvre de survie cruciale. Il s'accroche à la face inférieure de la glace de mer. Là, à l'aide d'appendices spécialisés ressemblant à des râteaux, il broute les algues microscopiques qui poussent dans les fissures de la glace, transformant la lumière solaire piégée en énergie comestible. Ils sont, en substance, les alchimistes de l'Antarctique, transformant le phytoplancton en graisse et en protéines qui soutiendront tout l'écosystème. Sans leur travail incessant de récolte, 90% des espèces qui vivent sous ces latitudes disparaîtraient tout simplement. Mais cette abondance a un prix terrible. Pour le krill, l'océan n'est pas un foyer, mais un champ de mines en 3 dimensions. Chaque mouvement, chaque éclat de leur bioluminescence dans l'obscurité peut attirer l'attention de la mort, car pour presque tous les autres habitants de ce royaume, le krill est la seule monnaie d'échange pour survivre un jour de plus. Là où le krill attire la vie, il attire aussi la mort sous sa forme la plus sophistiquée et la plus terrifiante. Les immenses nuages roses de crustacés s'ouvrent soudainement, non pas pour être dévorés, mais pour laisser passer les véritables architectes de la peur dans cesser les eaux. Traversant le banc, avec l'indifférence d'un roi marchant parmi ses sujets, émerge la silhouette reconnaissable entre toutes de l'orque. Ici, dans le sud glacial, la force brute est secondaire face à l'arme la plus mortelle de ce prédateur. Un esprit étonnant. Nous ne sommes pas face à un simple animal, mais à une intelligence qui rivalise de manière inquiétante avec la nôtre.
Les orques ne se contentent pas de chasser. Elles planifient, communiquent dans des dialectes complexes et transmettent leur culture de génération en génération. Dans ces eaux, elles opèrent sous un matriarcat strict, où la grand-mère dirige avec la sagesse accumulée au fil des décennies, enseignant aux plus jeunes non seulement où trouver de la nourriture, mais aussi comment exécuter des manœuvres d'une précision militaire. Elles sont les maîtresses absolues de l'océan, situées au sommet d'une pyramide alimentaire qu'elles dominent sans opposition. Leur coordination est telle qu'elles fonctionnent comme un seul organisme de 6 tonnes répartis sur plusieurs corps. Alors qu'elles patrouillent entre les icebergs, leurs échosondeurs biologiques créent une carte tridimensionnelle de l'environnement, détectant même le battement de cœur d'une proie à des centaines de mètres. Aucune créature n'est à l'abri de leur portée. Leur régime alimentaire et leurs capacités sont si vastes qu'ils sont connus pour briser la volonté des grandes baleines après des heures de poursuite, ou pour démanteler avec une précision chirurgicale les requins blancs sous d'autres latitudes afin de consommer leur foie. En Antarctique, leur ingéniosité atteint un niveau effrayant avec la chasse aux vagues. Quand ils repèrent un phoque qui se repose sur un bloc de glace flottant, le groupe n'attaque pas direct. Au lieu de ça, ils nagent en formation serrée, synchronisant leur queue pour créer une vague artificielle parfaite qui balaye la surface de la glace, jetant la malheureuse victime dans l'eau et directement dans leur mâchoire. C'est une démonstration de physique appliquée et de travail d'équipe qui confirme leur statut. Dans ce désert glacé, si le krill est l'énergie, l'orque est la volonté implacable qui décide quand et comment cette énergie s'éteint. Pour échapper à la tyrannie des orques et à la mortalité de l'océan ouvert, la vie doit se retirer dans un endroit où même le prédateur suprême ne peut la suivre, la surface solide et traîtresse de la glace éternelle. Alors que les géants de la mer patrouillent en les profondeurs, une marche solennelle et silencieuse commence sur la croûte blanche, un pèlerinage qui défie la raison. Ici, debout contre le vent, on trouve l'icône incontestable de ce désert polaire, le pingouin empereur. Ce n'est pas n'importe quel oiseau, c'est un titan de la résistance biologique. Alors que le reste de la faune fuit vers le nord, à la recherche de la chaleur relative des eaux subantarctiques à l'approche de l'hiver, l'empereur fait l'impensable. Il tourne le dos à l'océan et marche vers l'intérieur des terres. C'est le seul animal vertébré sur Terre qui ose se reproduire pendant le rude hiver antarctique, une période où le continent devient l'endroit le plus hostile de l'univers connu. Son pari évolutif est le plus spectaculaire de la nature. Dans l'obscurité perpétuelle de la nuit polaire, confronté à des vents violents et à des températures qui chutent jusqu'à 60 degrés sous zéro, la femelle pond un seul et précieux œuf. Mais ses réserves d'énergie sont épuisées. Elle doit retourner à la mer pour se nourrir, sinon elle mourra. Dans un acte de confiance absolue et de coordination délicate, elle transfère l'œuf aux pattes du mâle. C'est une manœuvre critique. Si l'œuf touche la glace pendant plus de quelques secondes, la vie à l'intérieur s'éteindra instantanément. La femelle partant vers la côte, le mâle reste derrière, se transformant en incubateur vivant. Pendant 115 jours, il ne mangera rien. Sa survie et celle de sa progéniture dépendent d'une fraternité inébranlable. Pour ne pas geler, les mâles forment une masse compacte, une immense étreinte collective où ils changent continuellement de position, se déplaçant du bord gelé vers le centre chaud du groupe dans un lent tourbillon de plumes et de vapeur. C'est une danse de coopération extrême. Ici, l'égoïsme signifie la mort pour tous. Supportant la faim et la tempête de neige, ils restent debout, gardiens stoïques de la prochaine génération, attendant le retour de leur partenaire et le premier craquement de la vie sous leurs plis abdominaux. Les mâles empereurs résistent au siège de l'hiver sur la glace, la rotation de la Terre apportant enfin une promesse de soulagement. Le soleil revient, la température monte, et la banquise,
commence à se fracturer, ouvrant à nouveau les portes du monde aquatique. C'est à ce moment, lorsque l'océan reprend son emprise sur la surface gelée, que les eaux profondes accueillent un visiteur qui rend insignifiant tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si l'orque est le loup de mer, ce qui glisse maintenant sous la quille des icebergs est une montagne vivante. Une ombre colossale obscurcit le fond marin, si vaste qu'elle défie la compréhension visuelle. C'est la baleine bleue, le géant absolu. Ce n'est pas seulement le plus grand animal actuel, c'est la créature la plus massive qui ait jamais existé dans l'histoire de notre planète, dépassant en poids même les dinosaures sauropodes les plus titanesques qui ont foulé la Terre il y a des millions d'années. Le voir glisser dans les profondeurs, c'est assister au Saint Graal de la biologie marine, un événement qui laisse sans voix même les observateurs les plus expérimentés. Sa taille est astronomique. Il peut atteindre 30 mètres de long et peser jusqu'à 180 tonnes. Pour mettre les choses en perspective, sa langue pèse autant qu'un éléphant adulte et son cœur, une machine biologique de la taille d'une petite voiture, pompe des litres de sang à travers des artères si larges qu'un enfant humain pourrait y ramper. Malgré sa taille divine, c'est un gentil géant dont l'existence boucle la boucle de la vie antarctique en revenant au début de notre histoire, le krill. Ce léviathan a parcouru des milliers de kilomètres, poussé par une faim vorace, pour arriver dans ces eaux froides avec un seul but. Avec une accélération surprenante, il ouvre ses mâchoires dislocables pour engloutir une masse d'eau équivalente à son propre poids corporel. Ses barbes, des plaques de kératine qui pendent de son palais, agissent comme un filtre colossal, piégeant des millions de petits krills tout en expulsant l'eau. En une seule journée d'alimentation frénétique, il doit consommer jusqu'à 4 tonnes de ces crustacés pour maintenir son immense métabolisme. Ce sont des créatures solitaires, nomades des profondeurs bleues, qui communiquent par des fréquences infrasonores capables de traverser des océans entiers, un champ de solitude et de puissance qui relie des individus séparés par des centaines de kilomètres. Leur présence ici nous rappelle que l'Antarctique est un endroit d'extrême où le plus petit, le krill, soutient directement le plus grand sans intermédiaire, dans une danse d'énergie pure et d'une ampleur incompréhensible. T'es-tu laissé subjuguer par la majesté de la baleine bleue? Si ce géant de 180 tonnes t'a impressionné, clique sur le bouton « J'aime » avec la force d'un léviathan. Faisons en sorte que le soutien à cette vidéo soit aussi massif que le plus grand animal qui ait jamais existé. Alors que la colossale baleine bleue disparaît dans les profondeurs pélagiques, on laisse derrière nous la sérénité des gentils géants pour nous approcher de la côte, là où les icebergs flottants s'entrechoquent, créant un labyrinthe traître. Dans ces eaux peu profondes et sombres, l'atmosphère change radicalement. Le respect révérentiel se transforme en une tension palpable, alors que nous entrons dans le territoire du méchant, incontesté de l'Antarctique. Se glissant entre les ombres de la glace avec une sinuosité inquiétante, apparaît le léopard de mer. Oubliez l'image maladroite et adorable des phoques communs. Cet animal semble s'être échappé d'une époque oubliée. Avec sa tête énorme et aplatie, son cou long et musclé et ses yeux noirs sans expression, il est ce qui se rapproche le plus d'un reptile marin existant à l'heure actuelle. C'est le vélociraptor de ces eaux, un fossile vivant conçu pour tuer. Son comportement est celui d'un patrouilleur solitaire et mortel. Alors que les orques misent sur le travail d'équipe, le léopard de mer est un tueur individualiste qui domine la banquise côtière par l'embuscade et la terreur psychologique. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser jusqu'à 500 kilos, mais il se déplace avec une grâce fluide et silencieuse, presque serpentine. Sa bouche est un piège biologique parfait. Il possède une mâchoire super flexible et une double dentition terrifiante. À l'avant, des crocs acérés pour déchirer la chair chaude.
À l'arrière, des molaires aux formes complexes qui s'emboîtent comme une fermeture éclair, lui permettant de filtrer le krill lorsque le gros gibier se fait rare, un lien évolutif avec la base de la chaîne alimentaire qu'il n'abandonne jamais complètement. Mais c'est son interaction avec les pingouins qui lui a valu sa sinistre réputation. Il patrouille les bords de la glace, attendant le moment précis où les oiseaux, poussés par la faim, doivent sauter dans l'eau. C'est un jeu de roulette russe pour les pingouins. Quand le léopard de mer en attrape un, la scène devient super brutale. Il secoue sa proie avec une violence folle contre la surface de l'eau, un mouvement fait pour écorcher l'animal et lui casser les os avant de le manger. Contrairement à d'autres prédateurs qui tuent strictement par nécessité immédiate, on a observé le léopard de mer jouer avec ses proies, les lâchant et les capturant à nouveau dans une danse macabre de domination. Il est curieux, audacieux et ne craint rien d'autre qu'un orque. Si vous croisez son regard sous l'eau, vous ne verrez ni peur ni curiosité innocente, mais l'évaluation froide et calculatrice d'un prédateur qui sait que, dans son domaine de glace brisée, elle est la maîtresse de votre destin. Le léopard de mer règne avec terreur dans les eaux superficielles et côtières, baigné par la lumière du soleil, mais il existe une frontière ultime en Antarctique où la lumière s'éteint complètement. On laisse derrière nous la banquise pour nous enfoncer dans la mer ouverte où le fond océanique s'effondre vers l'abîme. Ici, la pression est écrasante et l'obscurité totale, mais c'est le théâtre de la bataille la plus légendaire et la plus titanesque de la nature. Au-dessus des vagues, le plus grand prédateur à dents de la planète respire profondément, le cachalot. Avec un corps pouvant dépasser les 18 mètres de long et une tête carrée caractéristique qui abrite le plus gros cerveau de la Terre, ce géant se prépare pour un voyage dans les enfers. Il expulse l'air, comprime ses poumons pour résister à la pression et plonge en piqué, laissant derrière lui le monde des hommes pour entrer dans la zone de minuit, à plus de 2000 mètres de profondeur. Son objectif n'est pas le krill ni les petits poissons. Il recherche un monstre. Dans les profondeurs glacées, flottant dans une absenteur silencieuse, l'attend le plus gros invertébré connu de la science. Le calmar colossal. Souvent confondu avec le calmar géant, le colossal est encore plus lourd, robuste et redoutable. C'est un cauchemar de la cryptozoologie incarnée. Pour naviguer dans cette obscurité, il a développé les plus grands yeux du règne animal, de la taille de ballons de basket, conçus pour détecter le moindre éclat de bioluminescence ou la moindre perturbation de l'eau annonçant l'arrivée de son bourreau. La rencontre est un choc d'une violence primitive que les humains ont rarement été témoins. Le cachalot utilise son sonar biologique, émettant des clics si puissants qu'ils peuvent étourdir sa proie ou vibrer à travers son corps comme une radiographie sonique. Mais le calamar n'est pas une victime passive. C'est un redoutable guerrier armé de 8 bras et de 2 longs tentacules. Contrairement aux autres céphalopodes qui n'ont que des ventouses, le calmar colossal possède des crochets rotatifs tranchants comme des lames à ses extrémités. Dans l'obscurité, c'est le chaos. Le cachalot essaie d'avaler le calmar entier, ou en gros morceaux, tandis que le calmar s'enroule désespérément autour de la tête du cétacé, enfonçant ses crochets dans la peau épaisse du géant dans une tentative frénétique d'éviter d'être dévoré. On sait que cette bataille a lieu non pas parce qu'on l'a souvent filmée, mais à cause des cicatrices. Les cachalots remontent à la surface haletants et victorieux, mais leurs corps sont couverts de marques de combat, de motifs circulaires et de profondes égratignures qui racontent l'histoire d'un combat à mort dans l'endroit le plus isolé de la Terre. Le cachalot reprend son souffle à la surface, se balançant lourdement après son combat dans les ténèbres, mais l'océan autour de lui ne reste pas calme. Loin de la guerre silencieuse et solitaire des abysses, les eaux de surface deviennent le théâtre d'un spectacle bruyant, acrobatique et profondément coopératif.
Ici, brisant la barrière entre la mer et le ciel, entre en scène la baleine à bosse. Si la baleine bleue est la taille et le cachalot le mystère, la baleine à bosse est le charisme à l'état pur. C'est l'acrobate des mers du Sud. Soudain, une masse de 40 tonnes défie la gravité, projetant son corps de 15 mètres complètement hors de l'eau pour retomber dans un fracas qui ressemble à un coup de canon, visible et audible à des kilomètres à la ronde. Ses nageoires pectorales, les plus longues de tous les cétacés, mesurent jusqu'à 5 mètres et agissent comme d'immenses ailes, lui permettant une maniabilité qui contredit son poids colossal. Mais derrière ces sauts spectaculaires, qui servent à la fois à communiquer et à se débarrasser des parasites, se cache un esprit stratégique brillant. En Antarctique, les baleines et à bosse ne se battent pas pour la nourriture avec la force brute, mais avec des maths et du travail d'équipe. Elles maîtrisent une technique de chasse tellement complexe qu'on peut la décrire comme de l'ingénierie des fluides, le filet de bulles. En groupe de baleines, repèrent un banc de krill ou de petits poissons. Elles n'attaquent pas au hasard. Elles plongent et s'organisent avec des rôles spécifiques, comme une escouade tactique. Une baleine meneuse se place sous le banc et commence à nager en spirale vers la surface, expulsant de l'air par son évent de manière contrôlée. Les bulles remontent en formant une barrière visuelle et sonore, un cylindre d'air effervescent qui effraie et confine les proies dans un centre de plus en plus étroit. Pendant ce temps, d'autres baleines émettent des sons terrifiants pour pousser les proies vers le haut, vers le piège. Lorsque le cercle se referme et que la densité de nourriture est maximale, tout le groupe se jette verticalement vers la surface, la bouche grande ouverte, engloutissant des milliers de kilos de nourriture en une seule bouchée synchronisée. C'est une démonstration de culture animale. Cette technique n'est pas instinctive. Elle s'apprend, se perfectionne et se transmet, prouvant que dans le sud glacial, l'intelligence est aussi vitale que la graisse corporelle. La coopération et les acrobaties des baleines à bosse règnent en maître en pleine mer, tandis que la marée nous ramène vers le rivage. Mais ici, sur les plages de gravier volcanique balayées par le vent, il n'y a pas de place pour l'élégance ni le travail d'équipe. On laisse la danse aquatique pour assister à un spectacle de pure force brute, un colisée naturel où la violence est la seule loi. Émergeant des vagues comme des rochers qui auraient en pris vie, le poids lourd ultime de la côte antarctique se traîne, l'éléphant de mer australe. Si le léopard de mer était un tueur furtif, cet animal est un char de combat biologique. Les mâles sont des monstres de la nature qui défient toute logique. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et atteindre le poids impressionnant de 4 tonnes. Ils sont si massifs que lorsqu'ils se déplacent sur Terre, leur graisse ondule comme de la gelée. Mais ne vous y trompez pas. Sous cette couche isolante se cache une musculature capable de broyer des os. Leur nom vient de leur caractéristique la plus grotesque et distinctive. Une trompe charnue et gonflable qui pend au-dessus de leur bouche, semblable à une trompe. Ce n'est pas seulement un ornement, c'est une caisse de résonance. Pendant la saison de reproduction, la plage se transforme en un enfer sonore où ces géants rugissent, amplifiant leur braiement à travers leur nez pour intimider leurs rivaux et affirmer leur domination. La vie ici est régie par une tyrannie absolue connue sous le nom de « système du maître de la plage ». Un seul mâle dominant, le maître de la plage, contrôle un harem qui peut compter plus d'une centaine de femelles. La récompense biologique est énorme, le droit exclusif de s'accoupler et de transmettre ses gènes. Mais le prix à payer est une guerre constante. Les mâles célibataires, frustrés et bourrés de testostérone, traquent les limites du territoire, à la recherche de la moindre faiblesse chez le chef. Lorsque les menaces vocales échouent, la violence physique la plus viscérale de l'Antarctique se déchaîne. 2 mâles de 4000 kilos se dressent sur leur ventre,
soulevant les 2/3 de leur corps dans les airs pour se heurter poitrine contre poitrine, avec la force de 2 voitures qui entrent en collision. Ce n'est pas un combat technique, mais une bataille d'usure et de douleur. Ils utilisent leurs canines supérieures pour lacérer et arracher la peau épaisse du cou de leur adversaire. Les combats sont sanglants, brutaux et épuisants, laissant la plage teintée de rouge et les combattants couverts de profondes cicatrices. Ici, survivre ne suffit pas. Il s'agit de conquérir. Et seuls les plus grands et les plus impitoyables parviennent à transmettre leur héritage à la génération suivante. On a survécu aux griffes du froid, aux mâchoires de l'orque et à la brutalité de l'éléphant de mer. Mais avant que la nuit polaire définitive ne tombe, je veux lire vos commentaires. Pour vous, lequel de ces titans est le véritable roi de l'Antarctique? Votre avis est essentiel pour décider de la destination de notre prochaine mission documentaire. Et ainsi, alors que les rugissements des éléphants de mer s'estompent dans le vent polaire implacable, le cycle se referme une fois de plus. On a voyagé de l'étincelle microscopique du krill, la batterie qui alimente ce monde, à l'immensité incompréhensible de la baleine bleue. On est descendu dans l'abîme noir pour assister au deuil éternel du cachalot, et on a résisté sur la glace aux côtés du stoïque manchot empereur. Dans ce désert blanc, on a appris que la beauté et la brutalité sont les 2 faces d'une même médaille. Ici, l'intelligence de l'orque et la force brute du léopard de mer ne sont pas de la cruauté, mais une nécessité. Dans ce royaume gelé, la faiblesse est une condamnation à mort, et chaque lever de soleil est une conquête qui se paye par la résistance et le sang. Alors que le soleil commence à se cacher à nouveau, annonçant l'arrivée d'un autre hiver brutal, on se retire. Mais eux restent, gardant les secrets du Sud, défiant l'impossible. Car au bout du monde, seuls les plus forts, seuls les vrais géants peuvent appeler cet enfer leur maison.